De Canguilhem au Micto, qu'est-ce que la norme aujourd'hui? En abordant la question du mouvement Micto, il est intéressant de convoquer la pensée de Georges Canguilhem, un penseur et médecin qui a marqué l'histoire intellectuelle française du XXe siècle par son courage et sa perspicacité. Né en 1904, Canguilhem a non seulement été un acteur académique important, mais aussi un homme d'action, rejoignant la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela témoigne d'une rigueur morale qui ajoute du poids à son œuvre intellectuelle, centrée sur la critique des normes médicales et sociales de son époque. Il n'est pas inutile de mentionner qu'il a été le superviseur de thèse de Michel Foucault, une des figures les plus emblématiques de la philosophie du XXe siècle. Cette collaboration entre les deux intellectuels est révélatrice d'un dialogue fertile, et il semble pertinent de l'évoquer ici, car le mouvement Micto engage également un dialogue complexe autour des normes, particulièrement en ce qui concerne les relations hommes-femmes. Le normal. L'homéostasie se définit par la capacité d'un système, en particulier d'un organisme vivant, à maintenir son environnement interne dans des conditions stables et constantes, en dépit des variations externes. C'est en essence l'art subtil par lequel le corps d'un individu dirige une multitude de mécanismes visant à préserver un équilibre, faisant fi des perturbations extérieures, pour assurer son bien-être biologique et psychique. Ce mécanisme essentiel vise à instaurer et à maintenir une normalité au sein de l'organisme, permettant à ce dernier de fonctionner de manière optimale malgré les aléas de la vie. Illustrons ceci. Imaginons un individu sain, sans pathologie sous-jacente, qui lors d'un examen médical courant, découvre que sa tension artérielle est un peu supérieure à la moyenne. Suite à de multiples prises de tension sur 3 jours, cette tendance persiste. Bien que cette mesure s'écarte de la norme, elle n'indique pas nécessairement un état critique pour le patient. D'où vient cette interprétation? Elle émane de notre compréhension de l'homéostasie. En réponse à cette élévation de la tension artérielle, le corps, dans sa recherche constante de la normalité, active des mécanismes d'adaptation. Ces mécanismes internes tentent d'ajuster la pression artérielle, visant sans cesse à la ramener vers la norme établie. Visualisons cette courbe représentant la pression artérielle. Une majorité d'individus se situe au cœur de celle-ci, définissant ainsi ce qu'est la norme. Certains peuvent s'en éloigner quelque peu, mais ce décalage n'est pas nécessairement alarmant. Car même dans cette divergence, l'homéostasie intervient, tel un gardien infatigable, cherchant à rapatrier l'individu vers cette notion de normal conceptualisée par Canguilhem. Devant une telle variation, un médecin, avec à l'esprit la puissance régulatrice de l'homéostasie, hésitera à prescrire des médicaments d'emblée. Il préconisera d'abord une réévaluation des habitudes de vie du patient, proposant des ajustements alimentaires et comportementaux, tout en tenant compte des risques propres à celui-ci. Par exemple, si un adulte présente un taux de sucre dans le sang légèrement supérieur à la normale, la première démarche serait de revoir son alimentation et d'accentuer son activité physique. Tout ceci visant à le ramener vers cette norme tant recherchée. L'homéostasie, vue sous l'angle de Canguilhem, opère en coulisses, veillant constamment à ce que chaque individu demeure au plus proche de sa forme idéale, de sa véritable normalité. Mais que se passe-t-il lorsque les paramètres biologiques franchissent de manière significative les limites de la normalité? C'est là que nous sommes confrontés à un état que Canguilhem définit comme pathologique. Le pathologique.
En suivant le patient initialement diagnostiqué, avec une tension légèrement en hausse, nous le retrouvons, quelques semaines plus tard, dans le cabinet du médecin, où une nouvelle prise révèle une tension significativement plus élevée. Ce n'est pas simplement une oscillation, c'est un changement de paradigme. L'homéostasie, cette étonnante capacité du corps à trouver son équilibre normal, semble avoir recalibré son point de référence, acceptant comme normal un nouveau niveau de tension que le consensus médical jugerait préoccupant. La vision de Canguilhem du pathologique ne décrit pas simplement un dysfonctionnement ou une défaillance du système d'homéostasie, mais plutôt une indication que l'homéostasie a adopté une nouvelle norme. Et cette norme, si elle reste sans surveillance, pourrait, si le patient ne fait pas preuve de sérieux et de volonté, forcer d'autres acteurs majeurs, comme le cœur ou les reins, à danser à une mélodie différente, peut-être à leur propre péril. Le médecin, face à ce tableau clinique, choisit une intervention médicamenteuse. Il ne s'agit pas simplement de forcer un retour à une norme généralement acceptée, mais de naviguer vers une norme qui tiendra compte du bien-être individuel du patient, tout en s'alignant autant que possible sur ce que le consensus médical reconnaît comme sain. Le destin tensionnel de notre patient a ainsi franchi un seuil, passant d'une ancienne norme à une nouvelle. La simple idée d'un retour spontané à son état précédent est maintenant éclipsée par la nouvelle réalité de sa condition pathologique, influençant chaque aspect de son quotidien. Dans le riche panorama du vivant, le concept de normalité n'est pas réservé à l'expérience humaine. Selon Georges Canguilhem, les principes qui régissent le normal et le pathologique s'étendent à toute la sphère du vivant sur Terre. Les normes ne sont pas des constantes immuables. Elles sont le résultat d'un processus dynamique ancré dans l'interaction constante entre les êtres vivants et leur environnement. Par exemple, le caméléon, dans son habitat naturel, fonctionne selon une série de normes. La capacité du caméléon à changer de couleur en réponse à son environnement est un exemple d'homéostasie en action. Si un caméléon ne peut plus adapter sa couleur en raison d'un déséquilibre interne, il risque d'être plus exposé aux prédateurs ou de rencontrer des difficultés de communication, indiquant ainsi un état pathologique. Un autre exemple, cette fois-ci dans le règne végétal. Les cactus du désert, face à un environnement avec peu d'eau, ont développé des normes spécifiques pour stocker l'eau, lorsqu'ils détectent des changements dans leur approvisionnement en eau. Des mécanismes d'homéostasie s'activent pour minimiser la perte d'eau. Un cactus, incapable de conserver l'eau selon cette norme, se retrouve dans un état pathologique car il ne peut plus maintenir l'équilibre vital nécessaire à sa survie. L'homéostasie permet à un organisme de maintenir un état normal, malgré les changements environnementaux. Si elle est perturbée par des facteurs externes, tels qu'une mauvaise alimentation, des températures extrêmes ou un traumatisme physique ou psychique, l'organisme peut entrer dans un état pathologique. Pour Canguilhem, cet état pathologique est une adaptation visant à maintenir et protéger la vie. Tandis que nous avons décrit les concepts de normal et de pathologique comme étant des facettes intégrantes de la dynamique qui régit la vie sur Terre, une autre dimension mérite notre attention. L'adaptabilité. Si l'homéostasie est le gardien silencieux de la normalité, l'adaptabilité en est le moteur audacieux. Elle nous permet non seulement de survivre, mais aussi de prospérer face aux variabilités et défis constants de notre environnement. L'adaptabilité. L'adaptabilité, dans le prisme de la pensée de Canguilhem, n'est pas simplement une réponse automatique aux changements imposés par l'environnement, mais un effort actif et intentionnel pour s'intégrer et prospérer face à ces changements. Pour mieux comprendre, prenons l'homéostasie comme une sorte de thermostat biologique.
qui cherche à maintenir notre équilibre intérieur en fonction des variations de notre environnement. Si l'environnement change radicalement, le point d'équilibre, ou la norme définie par l'homéostasie, peut également changer. C'est ici que l'adaptabilité entre en jeu. Face à cette nouvelle norme imposée par l'homéostasie, l'individu peut choisir de résister, se figer, ou au contraire, il peut chercher à exploiter pleinement cette nouvelle normalité. L'adaptabilité, dans ce sens, est la capacité à embrasser cette nouvelle norme, à la comprendre et à trouver des moyens d'y prospérer. Ce n'est pas une simple réaction, mais une action consciente et déterminée. Par exemple, un animal qui migre vers un nouvel habitat, en raison des changements climatiques, doit non seulement survivre, mais aussi trouver de nouveaux moyens pour s'épanouir dans cet environnement inconnu. Il ne s'agit pas simplement de trouver de la nourriture ou un abri, il s'agit de comprendre le nouvel écosystème, d'établir de nouvelles relations avec ce dernier, et parfois même développer de nouvelles techniques pour finalement intégrer cette nouvelle réalité dans sa vie quotidienne. Ce sont des actes actifs, délibérés et souvent complexes. L'exemple de Stephen Hawking est également édifiant. Diagnostiqué avec une sclérose latérale amyotrophique, une maladie dégénérative, il lui était prédit une espérance de vie limitée. Cependant, face à cette nouvelle norme imposée par sa condition, il n'a pas simplement accepté passivement son sort. Hawking a décidé de s'adapter activement, d'embrasser cette nouvelle réalité. Plutôt que de se concentrer sur ses limitations, il a exploré de nouvelles méthodes de communication et a continué à contribuer de manière significative au monde de la physique, devenant l'une des figures les plus emblématiques de la science. Son histoire est un testament éclatant de la force de l'adaptabilité, montrant comment, face à une nouvelle norme, il est possible de trouver non seulement des moyens de survivre, mais de véritablement prospérer. Face à une maladie physique ou mentale, la nouvelle norme définie par l'homéostasie pourrait être très différente de la norme précédente. L'adaptabilité, dans ce contexte, serait la capacité à accepter et à embrasser cette nouvelle réalité, à la transformer en une source de force et de possibilités. Plutôt que de se focaliser sur ce qui a été perdu ou modifié, l'individu adaptatif se concentre sur les opportunités inattendues que cette nouvelle normalité peut offrir en s'appuyant sur un point de vue renouvelé de l'existence. Canguilhem nous pousse à reconnaître que la vie, dans sa nature essentielle, est en constante évolution. La normalité d'aujourd'hui peut ne pas être celle de demain. Ainsi, plutôt que de se cramponner rigideusement à une vision fixe de la normalité, il nous encourage à voir la beauté et le potentiel dans chaque nouvelle norme que l'homéostasie nous présente. Car c'est dans cette dynamique que réside le véritable pouvoir de la vie, la capacité non seulement de s'adapter, mais aussi de se réinventer continuellement face à l'inattendu. Les Myctos. Dans un monde en mutation constante et à l'ère de la connectivité mondiale, de nombreux hommes, à la suite d'événements bouleversants, comme un divorce ou une trahison, cherchent des éclaircissements. Poussés à se questionner, ces hommes se tournent vers l'immensité qu'offre Internet pour tenter de comprendre les épreuves qui ont bouleversé leur vie. Au fil de leurs recherches, ils découvrent à leur grande surprise qu'ils ne sont pas seuls dans cette quête. Leurs expériences ne sont pas uniques, mais s'inscrivent plutôt dans une tendance globale, fruit d'une série de malentendus profonds dans les relations hommes-femmes. C'est ainsi qu'ils rencontrent le mouvement Mycto, pour Men Going Their Own Way, soit les hommes suivant leur propre chemin.
Ce mouvement prend ses racines dans une critique profonde du système culturel, social et judiciaire, décelant ce qu'ils perçoivent comme des préjugés favorables aux femmes. Parmi les concepts abordés, l'hypergamie, l'idée que les femmes seraient naturellement attirées par des partenaires de statut socio-économique supérieur, revient fréquemment face aux changements sociaux rapides et à la transformation des dynamiques relationnelles impulsées par le monde digital. Le mouvement MGTOW met en lumière une tendance qu'il juge préoccupante. Pour éclairer cette notion, certains se réfèrent à la théorie évolutionniste, suggérant que l'hypergamie serait un vestige d'une stratégie ancestrale. Historiquement, les femmes auraient été poussées, pour assurer leur survie et celle de leur descendance, à rechercher des partenaires dits alpha ou dominants, pouvant offrir protection et ressources. Il est tout à fait normal pour une femme d'avoir une inclinaison pour la sécurité et la stabilité matérielle. Cependant, sous l'influence disproportionnée des réseaux sociaux, cette inclinaison a été exacerbée, au point que le luxe et le matérialisme sont devenus, pour beaucoup, le critère ultime et exclusif dans le choix d'un compagnon ou d'un mari. Sur ces plateformes, la mise en avant constante du luxe et de la réussite ne touche pas seulement les femmes célibataires cherchant un partenaire. Elle impacte également celles déjà en couple, soumettant les hommes à une pression accrue pour atteindre ces standards élevés. À tel point que certaines peuvent envisager de divorcer ou de changer de partenaire, simplement pour s'aligner sur ces normes fantasmées, mises en avant par la culture digitale contemporaine. Pour les membres du mouvement MGTOW, ce bouleversement est vécu avec une intensité déconcertante. Nombre d'entre eux avaient une conception profondément romantique et précise des relations hommes-femmes. Se voir réduit au rôle de pourvoyeur plutôt qu'à une figure sentimentale a constitué pour eux un traumatisme. Ce choc entre leur vision idéalisée des relations et la réalité perçue est exacerbé par les théories évolutionnistes qui semblent confirmer cette nouvelle perspective. Cela a non seulement renforcé leur sentiment d'avoir été trompés sur la nature des femmes et de l'amour, mais a également révélé à quel point ils pouvaient avoir été naïfs, intensifiant ainsi la douleur de cette prise de conscience. La découverte de cette vision peut être dévastatrice pour certains hommes. C'est ce que le mouvement MGTOW nomme la Red Pill ou pilule rouge. À l'image de la métaphore du film Matrix, cette pilule révèle une réalité plus dure, plus sombre et cynique, conduisant à une transformation profonde de leur vision du monde. Selon la vision de Canguilhem, face à une telle perturbation, l'homéostasie de la psyché, qui maintient un état normal, malgré les changements environnementaux, peut être profondément ébranlée. Ce qui était considéré auparavant comme normal ou standard dans la vision des relations hommes-femmes prend soudainement une tournure pathologique. Cette prise de conscience, pour de nombreux hommes, est marquée par une colère profonde. Elle peut les conduire à adopter des postures extrêmes, comme choisir délibérément le célibat, ou remettre en question l'existence d'un amour véritable et désintéressé venant d'une femme. La violence de cette transition, de cette rupture avec l'ancienne norme, est immense. Beaucoup se retrouvent emportés par des émotions tumultueuses, avec la colère en ligne de mire. Cette pilule rouge, une fois avalée, leur perception des relations hommes-femmes change à jamais, les éloignant définitivement de leur ancienne vision, de leur ancienne norme. Cependant, comme le disait Canguilhem, ce sont les échecs de la vie qui attirent l'attention sur la vie. Les MGTOW et l'adaptabilité. Il serait impossible d'aborder le phénomène MGTOW sans évoquer l'amour, étant donné qu'il est un élément central dans les échanges au sein de cette communauté. Pour saisir cette notion complexe,
approfondissons notre analyse en utilisant les théories évolutionnistes, au-delà de la simple perspective offerte par ce mouvement. Plongeons au cœur de cette pensée où l'instinct prédomine. L'hypergamie féminine dépasse largement la simple quête de statut social. Elle est en réalité la concrétisation de l'amour maternel, un sentiment profondément ancré en chaque femme. Cet amour, dont la priorité est le bien-être de l'enfant, pousse la femme à toujours chercher le meilleur environnement pour sa progéniture. Il est tellement fort et prédominant qu'il pourrait surpasser d'autres formes d'affection. Sans cette puissante dévotion maternelle, une mère pourrait ne pas résister aux défis de la vie, mettant en danger non seulement son enfant, mais aussi la pérennité de notre espèce. Un homme ayant pleinement embrassé son rôle devrait non seulement se satisfaire, mais également se réjouir de cette prédisposition féminine. Si cet amour débordant était dirigé vers l'homme plutôt que vers l'enfant, la progéniture serait en danger. Un homme véritablement responsable et dévoué ne pourrait pas accepter une telle situation. Cependant, au sein du mouvement MGTOW, cet amour maternel est souvent mal compris ou même remis en question. Reconnaître et valoriser cet amour est fondamental, car il est au cœur de la continuité de la vie humaine. Dans les théories évolutionnistes, l'homme est souvent perçu comme un simple pourvoyeur. Il est pourtant doté d'un amour puissant, bien que distinct de celui de la femme dans son expression. Comme un arbre solide face au vent violent, cet amour sert de pilier, incitant l'homme à relever les défis pour garantir le bien-être et la survie, non seulement de sa famille, mais aussi de son clan. Si cette détermination venait à faiblir, il pourrait céder devant les dangers, mettant ainsi sa famille en péril. C'est cette capacité à envisager le sacrifice qui a été cruciale pour la continuité de l'espèce. Beaucoup au sein de la communauté MGTOW ressentent que l'amour profond de l'homme est négligé ou incompris par bon nombre de femmes aujourd'hui. Pour certains, offrir cet amour sans réciprocité ou reconnaissance serait un gaspillage. Et pourtant, ne pas donner cet amour va à l'encontre de l'essence même de la vie, car c'est l'amour qui a été choisi par la nature comme fondement de la continuité et de l'épanouissement des êtres vivants. Depuis la nuit des temps, cette dévotion protectrice et altruiste de l'homme a été la clé de la persistance et du succès de notre espèce. Sans ces deux expressions d'amour, l'une visant à créer un environnement optimal pour la descendance, et l'autre à affronter les défis pour protéger sa famille et subvenir à ses besoins, il est probable que notre espèce n'aurait pas résisté aux multiples défis naturels et historiques. Ces manifestations d'amour, tant féminines que masculines, sont la fondation sur laquelle l'humanité est construite. Même au sein des théories évolutionnistes, où la vie est analysée principalement à travers le prisme de l'instinct, une certaine idée de l'amour occupe une place centrale. Dans cette perspective, où tout comportement est vu sous un angle utilitariste, c'est-à-dire évalué en termes de sa valeur fonctionnelle ou de son utilité pour la survie de l'individu ou de l'espèce, cette idée de l'amour n'est pas reléguée au second plan. Bien au contraire, même dans ce cadre strictement pragmatique, l'amour est perçu comme une force motrice essentielle à la cohésion sociale, à la reproduction et, in fine, à la survie de l'espèce. Il est donc indéniable que, même réduit à sa simple utilité, l'amour reste au cœur de l'expérience humaine et de la vie en général. Dans cette reconfiguration post-Red Pill, il est impératif pour les membres du mouvement MGTOW de pleinement saisir le potentiel de ce nouveau paradigme. Canguilhem, dans sa réflexion sur l'adaptabilité, soulignait l'importance d'embrasser les mutations, de les considérer non comme des anomalies, mais comme des étapes d'une évolution continue. Il disait par exemple que la pathologie n'est pas une simple déviation de la norme,
mais une nouvelle norme en soi, avec ses propres régulations et valeurs. Ainsi, les Mictos devraient voir cette nouvelle vision comme une terre riche d'opportunités inexplorées. Avec le bouleversement des paradigmes des relations hommes-femmes et de leur conception de l'amour, une restructuration profonde est non seulement nécessaire, mais aussi enrichissante. Les attentes vis-à-vis des femmes et les conceptions communément admises de l'amour doivent être redéfinies à une échelle bien plus vaste que celle envisagée avant la Red Pill et dépasser le prisme évolutionniste. L'amour ne devrait plus être envisagé uniquement selon la définition réductrice qu'on lui donne habituellement. À l'instar de notre passion hypertendue, qui verrait ses reins et son cœur s'affaiblir sans la mise en place de décisions éclairées, les Mictos ayant pris la Red Pill doivent comprendre que ne pas renouveler leur compréhension de l'amour peut avoir des conséquences bien plus lourdes sur leur existence qu'ils ne le pensent. La vie, dans sa dynamique incessante, nous confronte constamment à ces aléas. Mais est-ce un hasard si ces moments difficiles sont souvent ceux qui renforcent notre essence, affinent notre caractère? C'est dans l'adversité que l'opportunité se cache, offrant à ceux qui osent regarder au-delà des apparences une chance de grandir, de s'épanouir. Canguilhem, dans sa quête de comprendre la vie, a profondément exploré la distinction entre le normal et le pathologique. Il a réalisé que ce que nous considérons comme normal est souvent le produit de nos adaptations antérieures, de nos réponses aux défis du passé. Le pathologique, par contre, représente la perturbation, l'anomalie, mais aussi la possibilité de renouvellement, d'évolution. L'adaptabilité, c'est cette capacité à percevoir le pathologique, non pas comme une menace, mais comme un appel à l'évolution. C'est un acte conscient, une décision d'embrasser le changement et de le modeler à notre avantage. Pour les Mictos, et en réalité pour chacun d'entre nous, cette prise de conscience est vitale. Dans la rupture avec l'ancien normal, se trouve une invitation à redéfinir nos paradigmes. En embrassant activement l'adaptabilité, nous sommes à même de transformer le pathologique en une nouvelle norme, plus riche, plus en phase avec la réalité de notre époque.